parce qu'on comprend bien qu'on peut être emporté. Un ruisseau, et c'est vrai qu'on a des gens qui vont aller voir des cours d'eau en crue, là non plus, c'est pas une très bonne idée. Donc, il faut informer les gens, acculturer les gens pour qu'ils puissent savoir réagir. Mais plus que ça, en réalité, c'est que tous les moyens de prévention, on va en parler certainement tout à l'heure, c'est d'abord essayer de diminuer les vulnérabilités des gens et des bâtis. Diminuer la vulnérabilité, il y a plusieurs façons de le faire, je vous laisserai en parler. C'est ensuite organiser la gestion de crise, là aussi, il y a des choses qui sont faites. Et puis, c'est le retour d'expérience et la reconstruction ou les assurances qui peuvent aussi travailler là-dessus. Et donc, tout ça, c'est un continuum. Et tout ça, c'est devenu aujourd'hui réglementaire. On estimait il y a 30, 40 ans que c'était l'État qui devait intervenir, que c'était le rôle de l'État. On avait à l'époque ce qu'on appelait les plans Orsec, les planifications qui étaient à la main du préfet. Aujourd'hui, Orsec, ça ne veut pas dire la même chose, ça veut dire organisation de la réponse à la sécurité civile. Et c'est donc un ensemble de structures et de personnes qui doivent contribuer justement à la sécurité civile. Et chaque citoyen, avec la loi de 2004 de la sécurité civile, chaque citoyen contribue à sa propre sécurité. Donc tout ça, c'est devenu du réglementaire. Le préfet joue toujours un rôle, les services jouent un rôle, les collectivités locales jouent un rôle, les associations, et chacun d'entre nous joue un rôle. Donc c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Donc je vais laisser les intervenants vous exposer tout ça. Merci d'être là en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions, on est là. Et le CIPRE pourra poursuivre ces informations et à la limite venir chez vous pour vous aider à réfléchir, à mettre en œuvre ces obligations réglementaires. Merci à tous d'être là. On va y aller. Bon, bonjour à tous, Astrid Delagnier. Je suis chargée de mission information préventive, culture du risque à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône. Donc, je reprends un petit peu ce qu'a dit Michel Sacher. En fait, l'information préventive et la culture du risque, c'est vraiment une histoire qui touche tout le monde et qui concerne tout le monde. Et en effet, ce n'est pas que l'État qui doit s'engager dans ces domaines. Alors, il y a des outils réglementaires, mais on va aller plus loin aujourd'hui, parce qu'en effet, quand on parle d'outils réglementaires, c'est pas très, entre guillemets, sexy comme sujet. Mais l'important, c'est de voir qu'au travers de ces outils, et puis donc on ira plus loin, c'est d'avancer sur la culture du risque et d'avancer sur l'information préventive. Donc, quand même, le premier document, donc, là, j'ai listé tous les outils réglementaires, donc du dossier départemental sur les risques majeurs aux OLD. On s'attardera surtout sur le DDRM, le DICRIM, où interviendront le CIPRE et la commune de Martigues, l'information du public. Et pour le reste, j'y passerai très rapidement. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Donc, sur le dossier départemental sur les risques majeurs, alors déjà, dans un premier temps, et en fait, ça sera un petit peu un fil conducteur tout au long de ma présentation. En février 2021, la DDTM avait envoyé un questionnaire à toutes les communes des Bouches-du-Rhône concernant donc l'information préventive et sur les outils réglementaires, sur leur utilité, pertinence, connaissance par les citoyens, connaissance aussi par les élus et les communes, les difficultés et donc les besoins d'accompagnement. Sachant que les besoins d'accompagnement, on en reparlera aussi tout à l'heure, on a des possibilités pour vous accompagner si vous rencontrez des difficultés. Donc, il y avait une cinquantaine de questions. On voit sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous verrez bien quand vous aurez la présentation après. 19 communes sur les 119 des Bouches-du-Rhône avaient répondu. Le DDRM, donc vous pouvez le trouver sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans la partie DDTM. Je vous ai mis le lien. C'est un des 7 piliers de la prévention des risques majeurs, qui sont la connaissance du risque, la surveillance, et donc on est dans le cadre là de l'information, aménagement, réduction du risque, préparation aux situations d'urgence et retour d'expérience. Ce dont on a parlé aussi, ce dont a parlé M. Sacher tout à l'heure. Donc, il a été mis à jour, il doit être mis à jour à peu près tous les 5 ans, maximum tous les 5 ans. Il a été mis à jour donc début 2021.
Il permet l'actualisation de la connaissance et des actions en matière de prévention des risques majeurs sur le département. Donc, en fait, il présente les risques majeurs naturels et technologiques, les conséquences prévisibles sur les personnes, ainsi que les mesures à appliquer pour en réduire les dommages. En fait, il y a 4 grandes parties. La première, c'est l'analyse de la vulnérabilité. Un tableau qui présente les différents risques par commune, un détail pour chaque risque qui présente les éléments de connaissance et les actions préventives de gestion de crise et de prévention des risques. Et la 4e partie qui est la consigne de sécurité, qui sont les consignes de sécurité pour chaque risque. Donc, on commence par la vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité pour les Bouches-du-Rhône, en 2018, les derniers points que l'on avait, c'était 2018, il faut quand même savoir qu'il y a environ 1 habitant sur 4 qui est exposé au risque inondation ou feu de forêt. Alors, ce sont des ensembles à peu près disjoints, hein, ce n'est pas complètement, mais presque. Donc, il y a 220 000 habitants en zone inondable et 290 000 en zone incendie de forêt. Alors, il y a eu une augmentation en plus, il faut noter, de la population dans ces zones, donc d'environ 7% pour les risques inondations et 2% pour l'incendie de feu de forêt. Pour les risques technologiques, il y a, on pourrait dire que ce n'est pas énorme, parce qu'il n'y a que 5 500 habitants, mais c'est sur une zone assez circonscrite, et c'est surtout autour de l'étang de Berre. Et notamment la commune de Martigues, on parlera tout à l'heure. Alors là, j'ai 2 cartes, en fait, une de 1970 et une de 2018, où on voit l'évolution de l'urbanisation. Donc, autour des cours d'eau, dans un premier temps. Donc là, il faut passer de 70 à... On voit, on peut peut-être zapper de l'une un peu à l'autre, on voit la densification d'évolution de l'urbanisation. Et c'est la même chose sur la partie de cartes aussi, sur la partie donc feu de forêt, où en fait il y a une augmentation de l'urbanisation résidentielle en périphérie des villes et à l'interface des massifs. Là, c'est encore plus voilà, les zones rouges que vous voyez. Là, c'est vraiment très net aussi l'évolution. Donc, le recensement des risques majeurs dans les Bouches-du-Rhône. Alors, en fait, on a fait, vous trouverez donc ces documents qui sont disponibles sur le site de la DDTM, au lien que je vous ai mis tout à l'heure. Il y a un tableau synthétique des risques naturels qui sont identifiés. Donc là, j'ai pris l'exemple, je vous ai décollé, j'ai mis en bas l'exemple de Martigues. Donc, on voit inondation, séisme, mouvement de terrain, feu de forêt, pas de barrage, industriel, pas de nucléaire, pas de minier et transport de matières dangereuses. Voilà comment ça se dit. Donc là, c'est vraiment pour toutes les communes. A priori, c'est fait à peu près de la même façon dans tous les DDRM. On retrouve ces informations si vous n'êtes pas des départements des Bouches-du-Rhône. Ensuite, on passe au tableau détaillé. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail. On voit s'il y a des plans de prévention, s'ils sont prescrits, s'ils sont autorisés, sur quel domaine. Voilà, là aussi, j'ai pris un exemple en détaillant pour la commune de Martigues. Ensuite, il y a la même chose, c'est-à-dire les mêmes tableaux pour les risques technologiques. Alors là, on voit, donc si on prend l'exemple de Martigues, 13 Céveso seuil haut, 4 Céveso seuil bas, 2 PPI, un PPRT approuvé et un PPRT prescrit. Qui bouge beaucoup là en ce moment, donc ça va évoluer. Ensuite, donc, je vous ai mis une trame un petit peu de la façon dont sont présentés un petit peu chaque risque. Donc, donc là, j'ai pris l'exemple d'une inondation, comment elle se manifeste, les conséquences sur les personnes et les biens. Il y a souvent une carte à côté pour essayer donc justement de un peu visualiser les risques et les zones à enjeu. Et ensuite, je vous ai mis que les grands titres. L'historique des principales, donc là, c'est inondation, ça sera feu de forêt ou les autres risques. Quels sont les enjeux? Les actions préventives, les travaux de réduction du risque d'inondation. On donne des exemples. On donne aussi un petit peu d'historique, ce qui s'est passé. Les démarches d'accompagnement dans des collectivités, notamment pour le risque inondation, qui sont les PAPI ou le plan Rhône, et les différents travaux de protection qui peuvent exister, mais avec aussi l'impact
négatifs que cela peut avoir ou les risques en cas de rupture de ces ouvrages. Ce n'est pas, entre guillemets, la panacée. On parle beaucoup des digues, notamment, par exemple, autour de la Durance ou des choses comme ça. Il faut vraiment se méfier et pas penser que grâce aux digues, il y a un risque zéro. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. Voilà. Ensuite, donc, c'est la partie des consignes. Je pense que le Cyprien reviendra un petit peu dessus. Donc, on a fait il y a une trame de consignes générales et ensuite une consigne par risque avec vraiment la phase de prévention, donc avant, pendant et après, et les différentes actions et les bons gestes à réaliser. Voilà à peu près, moi, ce que je voulais vous présenter sur le DDRM. Je n'ai pas voulu rentrer trop dans des détails pour pas trop vous assommer. Après, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas, on peut peut-être le faire à la fin de chaque thème. Allez-y, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions dans le fil de la conversation. Après, les personnes peuvent ouvrir les micros pour poser leurs questions si besoin. Pas de questions? Pas de questions, a priori. Je vous ai déjà assommé? Alors, on va passer au... Non, on est très attentifs, tout ça. Très bien. Alors, le DICRIM. Donc là, le document, le DDRM, était de la responsabilité du préfet, le DICRIM est de la responsabilité des maires et des communes. Donc là, je fais une petite introduction avant de passer la main. Alors, je ne sais pas comment vous organisez, d'abord au Cyprès peut-être, et ensuite à... Ah, on peut le faire, oui. Et à la commune. Tu finiras ta présentation après nos interventions, si tu veux. Comme vous voulez. On peut faire comme ça. Allez, je te laisse commencer, introduire sur le... Et je poursuis. Oui, voilà, je pense que c'est plus dynamique. Alors, donc là aussi, suite du questionnaire, on avait posé la question donc, sur ce document, savoir s'il était utile et s'il était connu de la population. Donc, on voit que c'est un document que les communes pensent qu'il peut être utile, mais que la population ne se l'approprie pas. Alors, les 3 raisons qui sont ressorties, c'est un manque d'intérêt de la population, un manque de visibilité du document et un manque de culture du risque de la population. Ça, c'est en fait le manque de culture du risque de la population, c'est un sujet qui est beaucoup ressorti dans ce questionnaire. On voit que c'est un document qui, alors là, le Cyprès et puis donc la mairie de Martigues va en parler, qui doit être mis à jour régulièrement, qui notamment doit exister si vous possédez, si vous êtes soumis à un PPR. Et après, c'est la difficulté, et ça on en reparlera peut-être un peu plus tard dans la conversation, il y a un besoin de communication et aussi de les rendre accessibles plus facilement à la population. Juste le slide suivant, voilà, et moi après je passe la main. Alors voilà un des exemples de la trame qui a été faite en collaboration entre la DREAL, PACA et le Cyprès. Donc aussi l'obligation du maire de faire connaître au public par un affichage au moins pendant 2 mois l'existence du DICRIM que l'on trouve. Alors les DICRIM, on les trouve en général sur les sites internet des communes et ils sont parfois distribués aussi en boîte aux lettres. Et je passe la main, je ne sais pas comment... Je vais poursuivre. Voilà. Au Cyprès. Ah non, à vous de marquer. Non, c'est moi d'abord. Ah non, au Cyprès. Voilà. Je vais changer de présentation. Est-ce que vous voyez bien le support là C'est bon. C'est bon, il est affiché. Donc, moi, je suis Caroline Hervé du Cyprès. Je suis en charge du pôle risque majeur de l'accompagnement des collectivités dans leur démarche d'information des populations et de préparation à la gestion de crise.
Donc, je vais vous dérouler un petit peu l'implication du CIPRES sur ces actions de culture du risque et d'information préventive en vous présentant les outils dont on dispose et qu'on vous met à disposition dans le cadre du travail qu'on conduit ensemble au CIPRES. Donc, je vais rapidement repasser le cadre réglementaire et les objectifs du DICRIM. Vous détaillez le contenu du document, vous présentez du coup la proposition graphique qu'on met à disposition de nos collectivités adhérentes depuis 5-6 ans et vous présentez un petit peu les modalités de communication sur ce document au-delà de l'obligation réglementaire de toute la démarche de communication qu'on peut avoir autour du DICRIM. Et finaliser avec les autres outils d'information sur les risques et de communication qu'on peut vous mettre à disposition. Donc le DICRIM, c'est une obligation réglementaire au titre de l'article L 125.2 du Code de l'environnement, du coup qui date de 1987 initialement, qui dit que les citoyens ont le droit à l'information sur les risques auxquels ils sont soumis sur certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Globalement, en région et même à l'échelle de l'arc méditerranéen, l'intégralité des communes ont aujourd'hui l'obligation d'établir ce document. À minima, pour les communes soumises à un plan de prévention des risques naturels ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, mais plus largement, et ce qui donne justement le champ de l'obligation étendue, c'est toutes les communes en zone de sismicité qui ont cette obligation. Donc aujourd'hui, par exemple, en région PACA, il n'y a pas une commune qui n'est pas concernée par cette obligation. Dès la sismicité faible, en fait, il faut intégrer et communiquer sur les risques. Donc l'objectif de la démarche, c'est d'abord de rendre chaque citoyen conscient des risques auxquels il peut être exposé, de lui permettre d'assurer sa propre sécurité en cas d'événement et donc, comme disait Michel Sacher en introduction, de ne pas se mettre en danger inutilement. Et donc, de connaître les consignes de sécurité, les attitudes à adopter face aux risques. Donc là, vous avez le visuel du dernier document qu'on a réalisé, du premier plus ou moins de 2023, qui est le DICRIM de Boulbon, donc sur le Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, pour lequel on a fait une réunion publique il y a une quinzaine de jours avec la mairie. Donc, en termes de contenu, le contenu, il est défini réglementairement. C'est un document qui reprend la description des risques présents à l'échelle communale et qui retrace un petit peu l'historique des événements connus sur le territoire. Il présente aussi les mesures de prévention mises en place pour éviter que le risque survienne ou pour le gérer en cas de nécessité. Il reprend une cartographie de localisation pour chaque risque identifié sur le territoire et il détaille les consignes individuelles de comportement de façon écrite et reprise de manière plus synthétique au travers de pictogrammes de consignes. Donc, je poursuis avec un exemple de visuel du coup de la maquette qu'on propose pour les collectivités. Là, c'est sur la partie inondation, donc on reprend de manière réglementaire tous ces attendus avec du coup en haut à gauche la description du risque sur la commune. Ensuite, l'historique des événements. En dessous, on essaye, si possible, avec la collectivité, de rechercher dans les archives des photos et de faire état de l'événement le plus significatif ou le plus récent survenu sur le territoire. Ensuite, on reprend de manière succincte et synthétique les mesures de gestion du risque en lien avec la thématique, là notamment inondation, et on travaille une cartographie. Donc, avec chaque collectivité au besoin, là, on fait état du plan de prévention des risques inondations présents sur cette commune, mais ça peut être aussi les données du PLU qu'on fait apparaître. On définit ensemble le choix de communication sur les emprises de zones inondables, par exemple. Et enfin, on présente du coup les bons réflexes, comme je vous le disais, de manière détaillée, écrite, avec avant l'événement, pendant l'événement et après. Et on reprend en haut, là, dans le petit bandeau, les pictogrammes des consignes à faire et à ne pas faire en cas d'événement. Et on a un petit encart à droite en bas qui
permet de mettre en avant des sites internet de référence sur la thématique, donc qui sont propres soit à la collectivité ou qui sont plus généraux. Là, notamment, on faisait référence à des sites nationaux que sont la vigilance crue et la vigilance météo. Et nos pages de risque sont toutes construites de la même manière. Donc, on va retrouver d'un risque à l'autre la même construction de page. Donc là, j'ai repris l'exemple du feu de forêt. Donc pour le feu de forêt, pareil, si les gens sont intéressés plus par l'historique des événements, ils vont retrouver cet encart historique des événements au même endroit, toujours avec le feu le plus significatif ou le plus récent survenu sur le territoire. On parle un petit peu de réglementation, on fait des focus aussi là spécifiques. Donc en haut à gauche sur la réglementation, donc sur le feu de forêt, on va parler emploi du feu et obligation légale de débroussaillement. Et après, dans les mesures de gestion du risque, on va parler des autres mesures de gestion qui existent. Donc une cartographie de synthèse. Donc là, on reprend souvent sur la problématique du feu de forêt les obligations légales de débroussaillement. C'est assez classique en termes de visualisation des emprises concernées et les consignes de comportement. Donc en termes d'accompagnement sur cette démarche, nous, ce qu'on propose aux collectivités, c'est de faire une première rédaction de contenu pour les communes. Ensuite, avec une relecture et des compléments de connaissances réalisés par la collectivité. Et on attend en retour de la commune qu'elle nous fournisse un certain nombre de documents, notamment et de choix de communication. Donc sur le format du document, on a 2 possibilités pour ce genre de document, c'est de le produire sur un format A5, petit format ou A4. Et après, on travaille ensemble sur la composition des pages, parce qu'il y a vraiment des choix de communication qui peuvent être faits. Au fil des années, on a aussi travaillé des contenus un peu à façon au regard des besoins spécifiques de chaque commune. Donc, on peut faire des focus sur certaines thématiques au travers d'une page dédiée, par exemple sur les obligations légales de débroussaillement, sur des risques qui sont un peu particuliers que la collectivité souhaite mettre en avant. Donc ça, on le travaille à façon au besoin. Ensuite, on invite le maire aussi, du coup, à introduire le document en rédigeant un éditorial. Et on travaille sur, du coup, photos, illustrations qui permettraient de vraiment personnaliser au mieux le document. Ensuite, j'en arrive aux modalités de communication. Donc, ça a été présenté tout à l'heure. À minima, en fait, le DICRIM fait l'objet d'un avis affiché en mairie pendant 2 mois. Réglementairement, c'est tout ce qu'il est écrit dans les textes. Au titre, du coup, de l'article R125-11 du Code de l'environnement, c'est le minimum légal. Après, on est sur une démarche de communication. Donc, l'idée, c'est de faire une diffusion la plus large possible. Aujourd'hui, il y a différents canaux qui sont possibles. Effectivement, souvent, le document est présent sur les sites internet des communes et c'est un canal de communication simple et facilement accessible pour les collectivités. Il peut y avoir une information qui est faite dans le bulletin municipal. Donc, information régulière sur ces thématiques, c'est aussi la tendance d'essayer de communiquer pour sensibiliser au mieux, communiquer régulièrement sur ces thématiques-là, profiter notamment de la saisonnalité des risques pour communiquer tout au long de l'année sur certains risques et faire des focus. En ce moment, on peut parler obligation légale de débroussaillement. Avec l'arrivée de l'été, on va parler canicule et registre des personnes vulnérables, par exemple. Et puis à l'automne, on va glisser, fin août, on va glisser sur la problématique des pluies intenses méditerranéennes. Et là, du coup, on peut faire un rappel des consignes de comportement et des mesures mises en place par la collectivité sur ces problématiques. L'idée, c'est de communiquer, ce qu'on préconise aux communes, c'est de communiquer vraiment un maximum au long de l'année pour justement que la culture du risque rentre dans les mœurs et que c'est quelque chose qui soit régulier et qui sensibilise les populations. Ensuite, aujourd'hui, un canal aussi incontournable, c'est les réseaux sociaux. Donc, quand on fait une information dans le bulletin municipal aussi, on peut faire un focus sur les réseaux sociaux, sur ces thématiques-là. Des articles dans la presse locale aussi, ça peut être un biais, un canal de communication que de faire des articles de presse au moment de la mise à jour du DICRIM, par exemple, ou lors d'actions de communication un petit peu symboliques conduites par la collectivité. Les réunions publiques. Alors on dit que les réunions publiques, ça ne marche pas nécessairement. On s'aperçoit que
ça peut, sur certains territoires où il n'y a pas nécessairement du coup la sensibilité ou une sensibilité liée à l'actualité, les réunions publiques, elles peuvent quand même aussi accueillir du monde. Un autre canal, c'est les interventions dans les écoles. Donc ça, nous, on y participe à la demande dans les Bouches-du-Rhône, notamment quand il y a des sollicitations des écoles en lien avec le conseil départemental et les mairies aussi, on intervient dans les établissements scolaires et c'est un bon canal de sensibilisation et de relais des consignes de comportement. Et une autre piste, c'est la mise à disposition aussi des documents dans les établissements recevant du public communaux. Et le dernier canal qui est réglementaire, là, dont Astrid parlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi l'affichage des risques dans les campings et dans les ERP, qui est une obligation au titre de l'article R125-14 et sur lequel on travaille avec des outils, du coup, des petites affiches de consignes qu'on a vues tout à l'heure dans la présentation d'Astrid, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. En termes d'autres outils qu'on peut mettre à disposition du coup pour vous accompagner dans vos démarches de communication sur les risques et de développement de la culture du risque, aussi près, depuis le congrès des sapeurs-pompiers en 2021, on a mis à jour des panneaux sur les risques majeurs. Et du coup, ces panneaux, on vous les met à disposition au besoin si vous menez des actions de communication, ou vous faites des salons ou des actions spécifiques de sensibilisation. Donc, il y a un panneau sur les risques majeurs, un panneau sur les risques naturels, un panneau sur les risques technologiques majeurs, un panneau sur les 7 piliers de la prévention des risques, un panneau sur les plans de mise en sûreté, donc le plan familial de mise en sûreté et la composition du kit d'urgence, et un panneau sur, non pas un panneau, une information sur le PPMS dans les écoles et le POMS dans les entreprises ou dans les établissements recevant du public, de manière à sensibiliser aussi sur l'implication des autres acteurs, notamment sur la sauvegarde et la mise en sécurité des populations. Et le dernier panneau qu'on utilise souvent, c'est les consignes de comportement, donc avec tous les risques présents à l'échelle régionale et les consignes de comportement à adopter, la consigne principale à retenir face à chaque risque. En matière d'autres outils à disposition qu'on diffuse beaucoup dans les écoles à l'occasion de nos actions de sensibilisation, c'est un petit accordéon comme ça en 7 volets où on reprend un petit peu la composition des contenus qu'on a sur nos panneaux et on fait tous les risques existants en région avec une cartographie de situation des communes par rapport à ces risques. Donc c'est intéressant d'avoir cette visualisation à l'échelle régionale et on explique un petit peu les mesures de prévention qui existent sur chacune des thématiques, chaque risque naturel et technologique, et on donne en bas de page les consignes de comportement à suivre en cas d'événement. Et ça, on le diffuse à chaque occasion qu'on a de croiser du public lors de manifestations ou d'actions de sensibilisation auprès des scolaires. Ensuite, on a la fiche consigne. Donc, cette fiche consigne, on l'a depuis de nombreuses années, on l'actualise. On la diffuse aussi avec notre accordéon à chaque occasion et on préconise du coup que la première page là, sur laquelle vous voyez les consignes fasse office d'affichage réglementaire. C'est une possibilité simple pour les communes d'afficher à minima dans les ERP communaux les consignes de comportement. Donc on l'adapte aux risques présents sur chacune des communes. Et on vous incite à l'afficher à côté des consignes incendie, d'évacuation, l'afficher dans les ERP. On a aussi développé un magnète pour justement, en termes d'action de communication vis-à-vis de la population, avoir une synthèse un petit peu des consignes de comportement à afficher sur le frigo, par exemple, à la maison. Et donc, on a travaillé ce document-là à cet effet. Et enfin, du coup, notre action habituelle et depuis la création du CIPRES en termes de communication sur les risques, c'est les campagnes quinquennales autour des installations soumises à plan particulier d'intervention, notamment industrielles, donc avec la brochure quinquennale, du coup régionale sur les risques industriels majeurs, déclinée au travers de fiches territoriales en fonction des secteurs concernés.
Et de la même manière, on a la brochure régionale sur les risques de rupture de barrage qui sont diffusées de manière quinquennale avec des fiches territoriales aussi. Là, on a la cartographie pour le barrage de Bimont, donc sur le secteur d'Aix-en-Provence et l'aval d'Aix-en-Provence, qui sont donc de manière régulière disponibles en ligne avec des outils de visualisation numérique et qui sont diffusés aux populations dans l'emprise des secteurs concernés. Voilà pour ma présentation. Je vais basculer sur le support de la mairie de Martigues. Des questions? Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant que je fais les manipulations. Question. Juste pour intervenir sur un point, nous on a organisé aussi des réunions avec l'ONF dans le cadre, par exemple, des OLD. Et c'est assez profitable parce qu'ils ont un savoir-faire et une reconnaissance auprès de la population qui rend la population très attentive à ce qu'ils disent et aux précautions qu'ils prennent. Voilà, petite expérience. Oui, effectivement, après, nous, on intervient à ce type d'occasion aussi pour présenter en complément de l'ONF ou du SDIS, on intervient pour présenter, accompagner la commune sur le DICRIM et les consignes de comportement, mais c'est aussi des occasions systématiques d'associer tous les acteurs pour parler au LD. On refait un petit focus sur les consignes de comportement multirisques. Il ne faut pas hésiter à chaque occasion de communiquer, quoi. Merci pour votre intervention. Alice, tu poursuis? Ouais. Partage. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je me présente Jean-Marc Villanueva, adjoint à la ville de Martigues, à la sécurité civile et aux risques majeurs. Donc, nous avons effectivement, donc, avec Madame de Biasi ici présente et certaines personnes des services techniques, donc, mis à jour notre DICRIM qui datait déjà de quelques temps. Mais effectivement, parfois, on s'endort un petit peu sur nos lauriers malgré les textes de loi et nos obligations. De ce fait, on a été, suite à cette mise à jour donc, qui date de 2022, le fait est, c'est que nous devons toujours nous poser la question comment transmettre effectivement l'information à nos habitants, aux administrés, pour la bonne et simple raison que pour certaines personnes qui n'ont pas la culture sécurité et prévention, en fin de compte, l'accident n'arrive qu'aux autres, il n'arrive pas chez nous. Sauf que on a été gravement, on va dire, blessé dernièrement en 2020 avec près de 1000 hectares qui ont disparu. 2 campings ont été ravagés, entre autres. Donc, de ce fait, on a été dans l'obligation aussi de sensibiliser un peu plus nos habitants sur plusieurs thèmes qui ont été développés tout à l'heure, c'est-à-dire lors de nos réunions de quartier d'une part, dans notre magazine et tout ce qui nous oblige un petit peu à faire. On doit, je pense, jamais lâcher un petit peu la pression de cette culture-là pour informer nos habitants. Et nous avons je le répète aussi une fois de plus, lors de nos réunions de quartier, alors effectivement, ça ne met pas la majeure partie des habitants sur l'information, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'enfoncer un petit peu vulgairement, comme on peut dire, le clou tous les jours au quotidien pour essayer donc de sensibiliser nos habitants. Alors, on a eu quand même pas mal de formations, d'une part au niveau des services techniques et d'autre part au niveau des habitants. On a fait dernièrement, par exemple, le projet Domino, qui était un projet européen et qui a sensibilisé par rapport, justement, en termes de communication, la plupart des habitants de la ville. Et parfois, il y a eu aussi pas mal de questions, de réponses, ce qui nous permet aussi d'avancer, car si nous sommes professionnels de la sécurité et de la prévention, il faut quand même se mettre toujours en accord avec les personnes qui ne connaissent pas tout ça. Donc, on essaye au maximum, justement, de renseigner nos habitants. Et donc, pourquoi pas, donc, il nous vient toujours des idées au fur et à mesure par rapport aux échanges que nous avons là aujourd'hui aussi, de lancer une journée prévention, au moins une fois par an, pour essayer justement de sensibiliser toutes les personnes. Je vais donc laisser la parole à Madame de Biasi qui va vous présenter notre DICRIM. Merci.
Merci Jean-Marc. Alors, en effet, nous, on a mis notre DICRIM à jour en 2022, donc c'est assez récent. Je ne vais pas trop m'apesantir parce que Caroline et Astrid ont très bien fait le job et vont le poursuivre sur tout ce qui concerne les outils d'information préventive et la partie réglementaire. Bon, ça, je pense que maintenant, tout le monde le sait. Le maire a de toute façon un devoir d'information envers les habitants de sa commune sur l'intégralité des risques qui s'y trouvent, sur les mesures de prévention, de protection qui sont mises en œuvre. Et puis surtout, ça fait complètement partie de l'acculturation de la population risque sur les moyens d'alerte qui sont utilisés, puisque la première chose, quand on entend une sirène, c'est en effet pas de se mettre à son balcon en se demandant ce qui se passe, c'est d'appliquer les premiers bons réflexes. Et aujourd'hui, c'est clairement, ça fait partie des difficultés. Et Michel le disait aussi en introduction, on a des gens qui vont avoir tendance à avoir de la fumée et à ouvrir au contraire la fenêtre pour regarder ce qui se passe ou faire une vidéo. Et nous, on essaie de leur expliquer que voilà, les bons gestes à prendre en compte, c'est cela qu'il faut appliquer quand on fait face à une alerte. Donc, il y a des outils, les outils classiques de l'information préventive, mais qui ont été cités. On a le DICRIM, donc le document communal d'information sur les risques majeurs, et moi, c'est sur celui-là que je vais me concentrer aujourd'hui. Mais il y a aussi le DDRM dont parle Astrid qui permet d'informer les gens sur la population. Et on a tout ce qui concerne l'information acquéreur-locataire. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses sur la gestion des risques qui passent par l'urbanisme. Et on travaille énormément avec le service urbanisme pour sensibiliser les gens, les prévenir. À chaque fois qu'on dépose des permis de construire, on les informe sur la DECI, on les informe sur les obligations. Vraiment, cet outil, l'information acquéreur locataire, il est très utile parce que les gens, ça leur permet vraiment de prendre conscience quand ils arrivent dans la commune des risques auxquels ils sont soumis. Alors, en élément de contexte général, évidemment, la ville de Martigues, on le sait, mais bon, je le redis quand même, on est soumis à de très nombreux risques majeurs et on a plusieurs préventions des risques qui nous sont imposés. Donc, question risque, moi, c'est pas compliqué, je finis par parler en exclusion, c'est-à-dire qu'à part le risque de rupture de barrage, l'éruption volcanique et l'avalanche, globalement, chez nous, il y a tout. Donc c'est vrai qu'on n'est pas soumis au risque nucléaire, mais on a tous les passages des convois ITER qui passent chez nous. Donc finalement, via le transport de matières dangereuses, on récupère le risque nucléaire. Donc je ne considère même pas qu'on soit forcément à l'abri de ça. Moi, je me dis, voilà, on a tout sauf l'avalanche, l'éruption et la rupture de barrage. Finalement, ça permet d'en dire moins long. Évidemment, quand on a commencé à réfléchir sur le DICRIM, qu'on voulait vraiment mettre à jour, vous verrez, on a eu beaucoup de versions à Martigues, on avait vraiment anticipé un peu la réglementation là-dessus à l'époque. On s'est dit jusqu'où on va, comment on les présente tous, voilà, y compris les phénomènes météo, ça pose quand même pas mal de questions, des fois aussi sur la mise en page quand on s'y attelle, il y a des choses qui se disent, bon, est-ce qu'on en parle ou pas, voilà, mais bon, je vais vous en reparler. En tout cas, voilà, tous les risques sur lesquels nous, on veut faire de la sensibilisation et de la prévention auprès de la population. Et après, on en profite pour rappeler tous les plans de prévention des risques auxquels on est soumis. On a 2 PPRN qui sont approuvés. Donc, un PPRN mouvement de terrain qui est lié à la présence de gypse, c'est nous. Un PPRN retrait gonflement des argiles, assez commun. On a le PPRT de l'Avera qui est toujours en cours d'élaboration, qui a été prescrit en 2013, mais on espère son approbation dans les mois qui viennent. Le PPRT total qui a effectivement été approuvé, mais instantanément mis en révision, puisque finalement, Total a fait le choix de changer son activité, de faire considérablement évoluer son activité. Donc, on est parti sur une révision complète. Donc, le PPRT qui avait été approuvé, il n'a jamais été appliqué ou mis en place. Et on a le PRIF, plan de prévention risque incendie feu de forêt, qui est en cours d'élaboration chez nous et qui sera vraisemblablement approuvé en 2024. Donc voilà, on voit bien que nous, on ne peut pas vraiment y couper la population. Il faut qu'elle soit prête à faire face à tout type d'enjeux. Chez nous, on avait aussi des éléments de contexte un peu spécifiques. Moi, je suis arrivée en 2019 et avec Jean-Marc, on a mis en place une dynamique un peu forte sur la gestion des risques. On voulait vraiment remettre l'Église au centre du village sur le sujet. En 2021, on a refait passer une délibération pour valider de manière collective une stratégie de prévention des risques et de gestion de crise. On voulait remettre à jour le plan communal de sauvegarde, on voulait remettre à jour les actions de prévention qui sont en cours. Et tout ça démarrait vraiment. Bon, c'était aussi dans la foulée des incendies d'août 2020. Donc, on avait vraiment une volonté
de remettre les risques majeurs et la stratégie de prévention, de la refaire valider par le conseil municipal. Sur ce même conseil municipal, on a fait approuver un plan de défendabilité de nos enjeux forestiers. Donc voilà, avec un plan d'investissement, on avait un contexte un peu spécifique où on remettait vraiment le risque majeur au cœur de la stratégie. Et puis on avait un autre cas de contexte particulier qui est domino, comme l'a dit Jean-Marc. On a été approché en 2021 pour participer à l'exercice Full Scale Exercise, donc exercice de crise majeure européen qui a été mis en place par la DGS-CGC. Et ils cherchaient un terrain de jeu, si j'ose dire, et ils ont considéré que voilà, l'équipe Martigues-Fos-Châteauneuf, on faisait un trio de compètes pour les accueillir, puisqu'on était capable de mettre en jeu des scénarios sur plein de types de risques différents, aussi bien naturels que technologiques. Donc, ça permettait vraiment de déployer énormément de modules européens et de faire énormément de tests de coordination. Donc, pour nous, avec ces éléments de contexte spécifiques, plus le fait que, notre dernier, de toute façon, réglementairement, notre dernier DICRIM datait de 2018, donc on arrivait de 2017. Donc, on arrivait au terme en plus, réglementairement, il fallait qu'on le remette à jour. Et on s'est dit, c'est vraiment le moment de mettre le DICRIM à jour et de partir sur la sensibilisation de la population. Et on va en profiter pour communiquer sur la stratégie de prévention des risques de la ville et sur Domino qui arrive. Donc, l'évolution du DICRIM à Martigues, on part sur un historique un peu lointain, puisque nous, finalement, à l'époque, on n'appelait pas ça encore le DICRIM, et notre premier document information de prévention, qui est un peu ancien, il datait de 1999. Donc, il y avait déjà une vraie volonté à l'époque, au vu des risques qu'on avait. Bon, puis nous, en 1992, on avait eu l'accident à Total, qui avait quand même considérablement marqué les gens aussi. Donc, déjà à l'époque, alors c'était beaucoup plus light, mais on faisait circuler, on boitait dans les boîtes aux lettres de la ville de Martigues un document d'information et de prévention sur les risques majeurs qu'il y a la ville. Ensuite, on est passé vraiment sur le DICRIM un peu plus comme on le connaît aujourd'hui. Donc, on l'a édité, nous, pour la première fois en 2007. Puis, on l'a réédité en 2013 et en 2018 avec une version qui était un peu plus moderne et qui commençait à s'approcher de ce qu'on connaît, pour finir par la version de 2022, où là, on a vraiment fait une révision structurelle, aussi très, très visuelle. On a vraiment eu la volonté de faire évoluer ce document et de l'amener en 2022 sur quelque chose que les gens auraient envie de garder. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que ça compte finalement, malgré tout, on le sait aujourd'hui, si c'est pas joli, c'est pas très visuel, les gens passent plus vite dessus. Avec la communication, et vraiment, je les remercie, ils ont fait un boulot d'enfer pour que les gens ils aient envie de l'ouvrir, ce document. Et en fait, c'est un premier pas de fait. Quand les gens ils ont envie de l'ouvrir et pas envie de le mettre à la poubelle, on a déjà pas mal gagné. Alors évidemment, on est reparti sur un certain nombre de choses. Donc évidemment, on repart du DDRM, c'est la base, pour être sûr de rater aucun risque qui sont sur la commune, même si nous, on a une bonne quand même connaissance des enjeux, on y travaille depuis longtemps, mais c'est quand même une bonne base pour être sûr de rien rater. On repasse sur ça, c'est toujours un bon élément. Ensuite, on a fait du benchmark. Alors là, j'ai affiché le DICRIM de la ville de Fos parce que forcément, c'est nos voisins et on est quand même pas mal sur des risques qui sont similaires. Et eux, en 2018, ils avaient fait ils avaient remaquetté complètement leur DICRIM de manière plus approfondie que ce que nous, on avait fait lors de notre révision de 2018. Donc, on a regardé, mais on a aussi regardé celui de la ville de Montpellier qu'on avait trouvé très inspirant également. Alors, on en a regardé pas mal. Et on a évidemment regardé aussi ce que le CIPRE, parce que finalement, et moi, je tiens à le redire, c'est super le DICRIM que vous avez, la base du DICRIM que vous avez, elle est top, il y a vraiment tout dedans. Il est bien fait, il est accessible, il est lisible. Donc, moi, je trouve que c'était vraiment, c'est une très bonne base. On a vraiment regardé comment tout le monde structurait un peu pour prendre les bonnes idées. On fait du benchmark, de toute façon. On regarde, ah bah là, ça, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait eux. Je trouve que ça vaut le coup qu'on essaye de le retraduire chez nous. Ah, ça, c'est bien. La carto, pas la carto, les pictos. Il y a des questions qui se posent. Je vous parlerai après des choix que nous, on a fait, mais voilà. Et après, je vous ai remis, le CEREMA a sorti un cahier sur la culture du risque et les populations au cœur de l'action. Alors, il date de 2023, là, je triche un peu, nous, on s'en est pas servi pour notre DICRIM. Je tiens à le dire, mais je trouve ce cahier génial. Il y a plein d'idées d'action, de plein de villes, de toute taille,
sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont pu mettre en place. Et je trouve qu'il y en a pour tous les goûts pour mettre en place des actions de sensibilisation et d'acculturation au risque et pour la population. Il y a plein de petits tuyaux, donc voilà, je l'ai remis ici parce que moi, je n'ai pas pu m'en servir pour ma révision de 2022, mais je trouve que ceux qui sont en train de mettre à jour leur DICRIM, franchement, allez jeter un coup d'œil dessus, c'est hyper bien fait, ça donne des idées, vraiment. Donc voilà, nous, alors les incontournables sur notre DICRIM, donc notre DICRIM déjà, j'en ai pas parlé là, mais on a fait un choix de format A5. C'est vrai qu'avant, les précédents, il y en a qui le font en A4 aussi. Nous, on a trouvé finalement notre pari, et c'est un peu ce qu'on a vendu aux gens, c'est, vous savez, on a tous dans la cuisine un tiroir dans lequel on a les petits numéros, vous savez, les petits prospectus qu'on veut garder. Ah tiens, le plombier, oh tiens, le livreur de pizza, le livreur de sushi. Donc voilà, moi je dis aux gens, évidemment, ça va pas devenir votre livre de chevet, mais on a tous un espèce de tiroir dans la cuisine dans lequel on a mis aussi, vous savez, les faire-part de naissance ou de mariage. Voilà, on a tous ce tiroir-là. Donc je dis, ce DICRIM, il est petit, vous le glissez dans ce tiroir-là, c'est un format A5, c'est pratique. Voilà, vous le mettez là. Vous savez où c'est si jamais un jour vous en avez besoin. Donc, en plus du fait qu'il soit disponible sur le site internet, mais en cas de problème, ça ira quand même plus vite d'aller le piocher. Et on n'est jamais à l'abri non plus que les réseaux tombent. Donc, moi, j'essaye de dire aux gens, si Internet tombe, vous serez bien malin, vous ne pourrez plus le télécharger, vous ne pourrez plus rien regarder. Donc, la version papier, on l'édite quand même parce qu'elle a encore son utilité là-dessus. Alors, nous, on a fait sur les premières pages, donc évidemment, on a aussi, ça je l'ai pas remis, on a l'édito du maire, on a le sommaire et on a les sources. Après, on introduit les risques, c'est la partie la plus à gauche de votre écran. On a remis la définition du risque parce que finalement, pour les gens, c'est quand même bien, je trouve, d'avoir le rappel de ce que c'est la définition tout simplement du risque. On a une page d'introduction sur ce que c'est le DICRIM. On rappelle tous les risques majeurs qu'ils vont pouvoir trouver à Martigues. On leur parle des éléments qu'on a aussi, le PLU, le PLUI, le PCS, les PPR. Voilà, on rappelle que c'est quelque chose qui est cadré d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, ce que moi je trouve le plus important, on a comment est-ce que je suis alertée en cas de risque majeur. Chez nous et tous ceux qui travaillent avec Martigues le savent, l'alerte, c'est un dada de la ville de Martigues pour aller le plus vite possible parce qu'on sait aujourd'hui que la réactivité sauve des vies. Donc, on a vraiment un vrai enjeu là-dessus. Donc, on a remis les sirènes, évidemment, avec les sons. Et moi, je trouve que c'est important de leur remettre parce que les gens entendent. Et nous, on a beaucoup de sirènes. On a aussi les sirènes des POI que les gens sont susceptibles d'entendre. Donc, voilà, je trouve que remettre les sirènes qui alertent, vraiment, qui doivent entraîner une réaction de la part des gens, c'est important de le mettre. Et dans la mesure où nous, on était dans la boucle avec Domino, on a déjà pu mettre, même si c'était qu'en 2022 et que ce n'était pas encore sorti, on a déjà pu mettre un mot sur FR Alert. Et aujourd'hui, je pense que c'est indispensable de le signaler dans les DICRIM parce que les gens vont recevoir un message d'alerte sur leur téléphone de manière intrusive. Nous, à l'époque, on n'avait pas autant de détails, donc on est resté assez général sur la façon dont on l'a exprimé, mais je pense que c'est vraiment très important de le remettre. Et également de remettre ces stations de radio parce que, encore une fois, Internet peut tomber et il ne restera plus que la radio à ce moment-là. Donc, c'est important toujours, à notre avis, de le remettre. Ensuite, dans une chose nous, on n'avait pas forcément vu dans d'autres DICRIM, mais on a trouvé que c'était utile de le remettre, et notamment parce qu'on était aussi en préparation de Domino. On a refait une page, c'était vraiment un parti pris chez nous, de mettre en cas de risque majeur, qui fait quoi pour mettre de la sensibilisation justement et de la culture du risque chez les habitants. Donc, on a bien dit, réexpliquer que les pompiers, ils font la partie secours, ils interviennent pour protéger la population, que nous, on va intervenir pour faire de l'alerte et de la sauvegarde, que tout le monde va jouer un risque, que les écoles, elles vont déclencher leur PPMS, que les ERP vont déclencher leur POMS, que les citoyens, ils peuvent déclencher leur PFMS et puis ils peuvent rester à l'écoute, qu'on a la métropole qui va s'impliquer, qu'on a la préfecture qui va s'impliquer, que l'exploitant joue un rôle si on est sur du risque industriel. Voilà, on a trouvé que cette double page, d'un point de vue pédagogique, elle apportait quelque chose. Donc voilà, nous, c'était dans les trucs où on a voulu aller un peu plus loin et on trouvait que c'était vraiment utile de le proposer. Ensuite, la double page type, finalement, aujourd'hui, quand vous ferez votre benchmark et on va retomber sur les mêmes enjeux que ceux du CIPRES, on a un bloc, le type de risque qui est en haut, qui s'affiche. Ensuite, on a une définition de ce qu'est le risque. Petite définition un peu générique. On a la cartographie pour mettre les éléments
clé à la ville de Martigues. Donc là, nous, voilà, on est sur le feu de forêt, on a remis comme vous les OLD, parce qu'on trouve que c'est ce qui fait mouche, et puis finalement, ça permet de sensibiliser. On a toute la partie prévention du risque, donc on remet le rappel de la loi, on remet les moyens de prévention existants, on reparle des PPR dédiés à ce moment-là sur ces enjeux-là, on reparle de PLU. Voilà, on explique que c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. On a la partie exemple, avec la photo et le c'est arrivé à Martigues ou c'est arrivé près de chez vous en fonction d'eux. Ça, c'est toujours utile. Moi, je trouve aussi le rappeler. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Jean-Marc le dit en introduction, mais il a vraiment raison. Ça n'arrive pas que chez les autres. Nous, Lubrizol, ça aurait vraiment pu se passer chez nous. Donc, voilà, c'est important de le redire. Et puis après, on a les bons réflexes avant, pendant et après. On a fait le choix, nous, de ne pas remettre de picto. Alors, on a énormément travaillé avec les services communication chez nous là-dessus. On n'a pas externalisé sur un bureau d'études. Finalement, les pictos, ils les ont créés, la communication au début, et puis on les avait mis. Et en fait, on s'est dit que comme on écrivait les bons réflexes, plus les pictos, des fois, on ne voyait pas toujours les mêmes choses en fonction d'eux. À la fin, nous, on les a enlevés. On a trouvé que ça alourdissait, que ça mettait du visuel en plus, sans forcément toujours donner. En fait, le picto, pour qu'il soit utile, on est obligé de dire dessous la consigne à laquelle il correspond, parce que sinon, il est sujet à interprétation. Donc, c'était soit sur une double page, tu remets le picto et tu remets la consigne dessous, mais tu le détailles aussi dans les bons réflexes. Soit tu as le picto et puis à la fin du DICRIM, tu as une page avec la définition de chaque picto. Finalement, on a trouvé que c'était lourd. On a fait le choix de ne pas les mettre. C'est un parti pris, mais vraiment, ça se discute et ça a été des débats enflammés chez nous, picto, pas picto. Donc, voilà, je laisse libre à court. Bon, nous, on a beaucoup de choses sur la prévention du risque à mettre aussi. On a peut-être beaucoup de textes. Ça ne laissait pas beaucoup de place au picto. On s'est vraiment posé la question. Voilà, là, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais nous, bon, mais encore une fois, ça a été beaucoup de débats. Pour chez nous. Voilà, en tout cas, la double page type, elle ressemble à ça chez nous dans le DICRIM. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, voilà, elle est déclinée de la même façon, comme pour le cyprès, comme l'a montré, elle est déclinée pareil sur toutes les pages. Les seules pages qui changent, et j'aurais peut-être pu vous le mettre dans la présentation, c'est par exemple sur les phénomènes météo, où on a tout regroupé sur une seule double page. Voilà, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur notre site internet, le DICRIM, il est disponible sur le site de la ville de Martigues. Voilà, dans les éléments complémentaires, là où on a remis du picto, c'est les consignes générales de sécurité. Parce qu'en fait, on s'est dit que quoi qu'il arrive, pour tout type de risque, il y a des consignes qu'on va retrouver systématiquement. La mise à l'abri, l'information d'évolution, respecter les consignes des autorités, avoir quelques affaires de première nécessité sous le coude, ne pas allumer de flamme, ne pas téléphoner, ne pas aller chercher ses enfants à l'école. Ça, finalement, c'est des choses. C'est valable pour tous les risques. On va demander à la population, ces consignes elles sont valables pour tous les risques. Donc ça, on a fait le choix de les remettre à la fin. Dans le doute, en gros, faites ça, vous vous tromperez pas. Donc pour nous, c'était important de le remettre. On a aussi mis quelque chose sur le plan familial de mise en sûreté qui se couple avec la page d'à côté sur le kit d'urgence en se disant, bon, chez nous, il y a vraiment beaucoup de risques à la ville de Martigues. On trouve que ce n'est pas inutile que les gens aient un petit kit de secours prêt. Notamment, voilà, nous, les incendies d'août 2020, il y a des gens qui ont perdu leur maison. On se dit que ce n'est pas inutile de leur rappeler qu'avoir quelques éléments prêts et dans le doute, savoir ce qu'il faut qu'ils aillent récupérer, s'ils ont 5 minutes avant de partir de chez eux, aller chercher ces éléments-là, réfléchissez pas et prenez ça. C'était un peu l'idée. Et derrière, on leur a mis, ils ont une double page de livre où ils peuvent écrire s'ils ont des éléments en plus à prendre. On a vraiment remis la définition du plan familial de sûreté et ce qu'on a fait passer, c'est qu'ils étaient responsables aussi de leurs affaires. Et on en a profité pour refaire un petit topo sur le registre nominatif des personnes vulnérables. On s'est dit que voilà, c'était pas inutile de leur dire, vous pouvez vous inscrire, la canicule, tout ça, on est là pour vous aider aussi sur ce sujet-là. Voilà comment nous, on a construit le DICRIM à la ville de Martigues. Si vous avez des questions, on est à votre disposition avec Jean-Marc. Il y a quand même aussi un point majeur, c'est que, bon, il est très bien, il est en français, sauf qu'il y a beaucoup de touristes, donc un petit peu dans toutes les villes au niveau national, et il serait bien aussi de traduire donc, notre DICRIM en anglais. Prochaine étape. Prochaine étape.
Vous pouvez peut-être dire aussi, vous avez fait quelque chose pour les campings dernièrement, justement, suite au feu de forêt. Alors les campings, on travaille de manière privilégiée avec les campings de manière générale parce qu'on va régulièrement les voir, on discute avec eux des consignes de prévention et de sécurité. Là, bon, à Martigues, on a connu le drame d'avoir 2 campings qui ont brûlé en août 2020. Malheureusement, ces 2 campings, c'était un peu l'annonce d'une longue série puisque finalement, ça a brûlé l'année d'après dans les morts, ça a brûlé l'année dernière en Gironde. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais enjeux. Nous, on remercie les pompiers, on ne les remerciera jamais assez de l'évacuation et de l'aide à l'évacuation qu'on a eue. Voilà, on n'a pas eu de mort et c'est vraiment l'essentiel. Par contre, c'est vrai que le travail avec les campings sur le passage des consignes de sécurité et la prévention, on est encore plus rigoureux si c'est possible que ce qu'on a été. On a créé, alors après ça c'est très communal, mais on a mis en place une piste à l'arrière des campings qui ont brûlé, mais qui permet aussi de défendre l'intégralité d'un quartier qui finalement était soumis à un risque et avait un fort taux de vulnérabilité. Donc on a créé une piste et on travaille beaucoup avec les campings et avec le syndicat pour appliquer toutes les consignes les plus drastiques de sécurité pour les campings. Mais c'est vrai que c'est des acteurs tellement particuliers et on a tels enjeux avec eux parce que justement, ils gèrent une population qui n'est pas sensible à Martigues. Je trouve qu'on a quand même un niveau de culture du risque dans la population qui est relativement décent. Les gens savent, connaissent les risques, en tout cas le risque technologique, le risque feu de forêt, le risque inondation. Spontanément, les gens les citent. Alors, ils citent toujours les usines en premier, mais ils en parlent et c'est quand même assez connu. Ils connaissent pas toujours les bons réflexes, mais ils savent qu'il y a des risques. Ils savent voilà, que la mise à l'abri, c'est quand même un truc qui commence à être un petit peu connu. Les campings, ils brassent des touristes qui sont pas sensibles. Donc, nous, on a à cœur de les appeler, de les suivre pour voir comment est-ce que eux ils sensibilisent les touristes, que nous, c'est pas une population sur laquelle on a facilement la main au final. Même si on va faire le DICRIM en anglais et on leur laisse des plaquettes à distribuer à l'entrée, aux accueils, etc. Mais ça passe vraiment par les gérants. Donc, la meilleure façon qu'on a trouvé finalement de travailler sur ce sujet-là, c'est la proximité avec les gérants, la proximité avec les gérants, la proximité avec les exploitants. On a la main via le cahier de prescription. Nous, le cahier de prescription des campings, on ne le soumet que si on considère que le camping répond à ces enjeux-là. Et c'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne avec de la proximité et en essayant de monter le niveau. Et heureusement, quelque part, la sensibilisation au risque des gérants, elle monte toujours. Le syndicat les sensibilise aussi. Donc voilà, on avance bien sur ces enjeux-là. Alors, si je peux rebondir justement sur les campings, en fait, je suis membre de la sous-commission camping. Donc, en effet, les risques sont importants dans les campings. Et avant, on s'arrêtait donc pour le travail de la sous-commission camping au contrôle pour mettre les campeurs à l'abri ou à l'extérieur donc du camping. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et on s'est rendu compte, donc justement, suite aux incendies de 2020, qui heureusement se sont bien terminés, mais qui ont failli avoir des conséquences assez dramatiques, qu'il était très important de coupler justement le lien entre le cahier de prescription et le plan communal de sauvegarde. C'est-à-dire vraiment de prévoir la mise à l'abri donc ou l'évacuation hors du camping des campeurs, mais une fois qu'ils sont devant la porte, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, il est très important de faire un lien, et la commune de Martigues a bien fait ce lien, donc justement. Il y a un très fort besoin, donc là, moi, je passe un message un petit peu général, qui est qu'en effet, les cahiers de prescription doivent être co-signés, et donc il y a une implication de la commune en lien avec les gérants, comme le disait Alice, pour vraiment prévoir une information de ces campeurs qui, comme vous le disiez, en fait, ne sont pas toujours très informés des risques. Et je viens à la plage, je viens en vacances. Voilà, donc c'est les vacances, on va pas. Voilà, donc c'est très important dans tous les campings soumis à un risque, donc de faire le lien avec le PCS et aussi de distribution. Donc il y a eu des remises en effet des DICRIM qui sont mis à disposition des gérants et donc pour la population
dans les campings, et les campings sont vus au fur et à mesure par la commission camping. Et c'est quelque chose sur lequel on est très attentif, c'est évacuation jusqu'aux portes et ensuite le lien avec l'extérieur. Ouais. D'ailleurs, dans cette lignée-là, j'ai pas dit, mais la promotion qu'on a faite du DICRIM, alors on l'a mis en dispo, en boîte aux lettres, on l'a boîté avec un magazine communal, une édition de notre magazine communal qui s'appelle Reflet, et en fait on a dédié un reflet à la prévention et à la gestion des risques, à l'annonce de l'exercice domino qui allait se tenir sur notre territoire, et on a boîté donc ce magazine communal avec la nouvelle édition du Reflet pour faire le lien, et ça a permis d'introduire le DICRIM. Donc en fait, on l'a un peu intégré dans une opération de communication un peu globale, de façon à essayer d'amener les gens à s'en saisir le plus possible. Et puis, bon, nous, tous les ans, on fait des rappels dans le magazine communal, on rappelle les gens à s'inscrire sur l'automate de téléalerte, on reparle du DICRIM, on refait de la sensibilisation aux ELD via le magazine communal tous les ans aussi. Voilà, ça rentre un peu dans une logique de communication globale autour des risques, mais on a vraiment, je trouve que c'est une bonne occasion, je trouve que c'est bien de le boiter, de le distribuer encore pour espérer que les gens y jettent un œil et le gardent. Il faut vraiment l'amener aux gens et pas seulement espérer qu'ils vont le prendre sur un support. Je pense qu'il faut avoir une démarche où on l'amène aux gens, et que le coupler avec une opération de communication avec le magazine communal ou avec une intervention du maire. Mais en réunion publique, les gens ne viennent pas toujours, alors que le magazine communal, finalement, tous les riverains le feuillettent, le lisent, jettent un coup d'œil. Donc, je trouve que c'est quand même un bon biais de présentation de cet outil-là, et me dire, mais si vous ne le lisez pas, ce n'est pas grave, gardez-le, encore une fois, dans ce tiroir du meuble d'entrée ou de la cuisine, et juste, ce dont vous avez besoin, c'est savoir qu'il est là, et le jour où il y a un problème, pouvoir vous y référer. Alors, il y avait Lilian du rectorat d'Aix-Marseille qui avait une question. Ah oui, bonjour Lilian. Oui, bonjour Alice, vous m'entendez? Oui. Alors voilà, je suis Lilian Petetin, chargé de mission sur les risques majeurs pour l'académie, et je voulais faire une petite précision là, rappeler à tout le monde. Donc dans les établissements scolaires là, ils ont tous 2 dossiers PPMS à mettre en œuvre. Donc un spécifique risque majeur, où le numéro d'appel sera le 18, et le deuxième risque attentat intrusion, où le numéro d'appel est donc les forces de l'ordre le 17. Et vous, sur la page 3 du DICRIM, bon, qui est visuel, qui est bien fait, vous avez qualifié le risque attentat-intrusion de majeur, alors que l'adjectif majeur, il est spécifique à tout ce qui est naturel et technologique. C'est exact. Mais nous, en fait, si vous voulez, on s'est dit que c'est le DICRIM par définition, c'est le document d'information communale sur les risques majeurs. Donc, si on commence, le DICRIM, il s'adresse à la population. D'accord. Faut que ça reste un peu lisible. Si on commence à faire du distinguo quelque part, nous, on voulait que ça reste simple d'accès. Le DICRIM, il ne se destine pas à des gens comme toi ou moi qui avons une connaissance un peu pointue de ce qui est le risque majeur, de ce qui ne l'est pas. Finalement, c'est un document sur lequel on veut les informer. C'est pareil, on a beaucoup hésité sur le risque sanitaire, épidémie, épizootie. Ouais. Au final, on le met, c'est le même principe, hein. Après, on se dit, voilà, sur quoi est-ce qu'on veut alerter les gens et sur quoi est-ce qu'on veut qu'ils aient une vision un peu. Donc voilà, et on a fait le choix de le mettre aussi. Mais c'est pareil, c'est des choses, on peut en débattre aussi, hein. Ça faisait vraiment partie des questions. L'épizootie, on en a vraiment discuté. Il y en a qui mettent aussi le moustique maintenant à fausse. On s'est vraiment posé la question. C'est important le benchmark parce qu'on se pose vraiment des questions. Par exemple, on est obligé d'informer sur le radon. Aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire. Donc, le radon est dans le DICRIM. Pareil, hein. Finalement, tu peux te poser la question aussi, et on est obligé de le mettre dans le DICRIM. Nous, on s'est dit, bon, on est obligé de mettre le radon. Derrière, comment est-ce qu'on gère? On ne va pas mettre le radon qui se balade tout seul. Le radon, honnêtement, on considère qu'il ne méritait pas une double page à lui tout seul. On s'est dit, on va l'intégrer dans une page risque sanitaire dans lesquelles on a parlé épidémie, épizootie, et pollution de l'air et pollution marine, parce qu'on a beaucoup de questions de la population là-dessus. Bon, risque majeur par risque majeur. La question, honnêtement, elle est honnête, elle se pose sur la table, hein. Après, il y a un moment où nous, on s'est dit, on en a beaucoup discuté avec mon élu, avec Marie Lagina qui était là à l'époque aussi avec moi. On en a beaucoup discuté. On s'est dit, bon, la destination du DICRIM, c'est grand public. C'est grand public.
Donc, il faut que les gens ils aient de l'information sur des sujets de préoccupation. Il n'y a pas que le réglementaire. Voilà. Et le risque attentat, finalement, on avait fait un exercice attentat peu avant. On avait Domino sur lequel on avait une composante attentat. On s'est dit, on va le remettre aussi. Ça a été un choix. Bon, là, vous ne voyez pas, en fait, quand je vous montre, vous ne voyez pas bien, mais on a refait une page dans laquelle on a mis la page de consigne qui est faite par l'État. Oui, 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 la fiche interministérielle où on voit le 17 112 Exactement. et 114 par SMS qui manque d'ailleurs. Alors, oui, on n'a pas remis par SMS, absolument. On a mis dans les bons réflexes, on a remis les bons réflexes classiques. D'ailleurs, il n'y a pas avant, pendant, après. Hein. On a juste mis les bons réflexes qu'on a repris. On a voulu faire quelque chose de complet, d'assez pédagogique. On n'est pas rentré dans le distinguo, en effet, risque majeur. Et c'est vrai que ça peut se discuter. Mais de toute façon, quand on édite son DICRIM, il y a un moment où il va falloir prendre des partis pris. Et on s'est rendu compte, c'est pareil, voilà, des partis pris visuels, des partis pris de communication, de ce qu'on donne, de ce qu'on ne donne pas. Voilà, tout est sujet à discussion, honnêtement. Hein, on y a passé du temps. Mais je veux bien le croire, il est bien fait. Merci. Merci. Comme je disais tout à l'heure, donc les personnes qui prennent en compte ce DICRIM n'ont pas la culture, ni de la prévention. C'est ça. Donc, il faut parfois des mots et des phrases de choc pour essayer de les faire réagir, ce qu'on a essayé de faire tout au long de la construction de ce DICRIM. Et justement, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que parfois, ce DICRIM, eh ben, il faut le réviser le plus tôt possible. Donc, par exemple, vous pouvez aussi nous dire, il n'y a pas de QR code. La prochaine fois, il sera un QR code. Donc, on va le faire évoluer au fur et à mesure du temps. Et c'est tous ensemble qu'on va essayer justement de trouver des solutions pour essayer de communiquer au mieux avec les administrés. D'autres questions? Non. On poursuit sur la présentation de la DDTM. Alors, vaste sujet que l'information du public. Alors, je vous ai mis un rendu d'une étude qui vient de sortir, qui a été faite par l'AFP-CNP, donc qui date de mars, sur un constat de la perception des risques majeurs. Alors, ce qu'il en ressort, c'est que justement, les Français considèrent ne pas être bien préparés pour quasiment les 3/4 des interviewés, hein, pour faire face à une catastrophe naturelle. Et aussi, on voit que 80% pensent ne pas être assez sensibilisés. C'est un sujet, donc il y a aussi une étude, là je ne l'ai pas mis en présentation, mais il y a eu un sondage qui a été fait aussi dans le cadre du plan Rhône. Donc ça concerne plus bien sûr les communes autour du Rhône. Et qui démontre un peu j'allais dire, qui arrivent à peu près aux mêmes conclusions, ne pensent pas être assez sensibilisés. On voit aussi qu'il y a une perte de la connaissance, notamment liée aux personnes qui déménagent, qui arrivent nouvellement dans des communes. Et alors, je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, et le fait qu'il nous, dans les Bouches-du-Rhône, on n'ait pas eu notamment par exemple en lien avec les inondations, d'incidents majeurs récents. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une perte de l'information sur les nouvelles personnes arrivantes ou au fur et à mesure de l'évolution du temps. Un petit rappel, donc là c'est toujours voilà, mon fil avec la synthèse du questionnaire sur l'information du public. Alors c'est bien ressorti sur ce qu'a dit la ville de Martigues, c'est que le journal communal globalement est un document qui est lu par les administrés et qui semble donc un bon support pour la communication et pour l'information du public. Très souvent, donc, j'avais rencontré aussi quelques communes, il est mis en boîte aux lettres et ça me paraît en effet et aussi des questionnements et des réponses là, que j'avais obtenues, un bon support pour pouvoir communiquer. Donc, j'insiste sur ce sujet. Le site internet aussi des communes, les réseaux sociaux et quelques applications spécifiques qui peuvent exister semblent être des bons supports de communication.
Les écoles aussi sont un très bon support de communication, n'est-ce pas, monsieur Petetin? Voilà. Donc, on va en reparler. Maintenant, il y a de nombreuses actions qui ont lieu en lien avec les écoles. Alors, juste un rappel réglementaire, parce que la DPPM, je me le dois de le faire. Elle est obligatoire donc pour toutes les communes étant soumises à au moins un risque et tous les 2 ans quand dans le cadre si la commune est soumise à un PPR naturel. Pour les risques technologiques, c'est un peu plus particulier. Donc, on se rend compte qu'en effet, les réunions thématiques, on en a parlé tout à l'heure, les réunions publiques, voilà, ça y est, le mot ne sortait pas. Les réunions publiques, ce n'est pas toujours le meilleur support, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire ou essayer de trouver ensemble et à la fois, j'allais dire, le CIPRE, d'autres partenaires et la DDT, on est à votre disposition pour les communes pour essayer de trouver un moyen de communiquer. J'en parlerai un petit peu plus tard. Alors, la DDT, on a fait une chaîne YouTube, parce qu'il faut être moderne. Bon, il n'y a pas grand-chose encore dessus, mais quand même, on trouve notamment des informations sur les PPR. On trouve des informations sur la mise à jour donc, du DDRM et on trouve c'est la diapo suivante, voilà. On a aussi des survols qui ont été faits pour montrer les zones d'inondation. Là, celui que je vous ai mis, c'est un survol 3D des zones inondables. Et ça, je pense que c'est assez parlant. On parlait tout à l'heure d'ergonomie, de communication, de rendre les choses un petit peu j'allais dire, voilà, attirante, hein, avec des couleurs, avec. Bon, je pense que les images, des films, des simulations, c'est quelque chose d'important. La DDT m'a aussi créé des pages internet pour essayer donc, de communiquer, j'allais dire, démocratiser et rendre assez facile en lecture, du moins on espère, les risques. Donc, il y a toujours la partie prévention, ça, elle existait déjà avant, où on retrouve tous les PPR, les PAC et les PAPI. Et donc, les nouvelles pages, c'est sur la culture du risque et l'information préventive. Sur les outils réglementaires, c'est assez succinct, mais c'est vraiment quelques informations. Les actions et manifestations, je reviendrai, et s'informer pour mieux se protéger, où on présente les différents risques. Ensuite, nous avons élaboré un plan d'action. Alors, la DDTM toute seule, elle fera pas grand-chose, hein. C'est vraiment en lien avec tous les partenaires et aussi des actions que l'on peut vous proposer ou auxquelles on peut répondre si vous avez vous aussi des souhaits d'action, mais vous manquez soit de budget, soit d'informations, soit de photos, soit voilà, on peut vous aider à communiquer. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde travaille. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont faites, mais c'est un petit peu chacun dans son coin et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, la FPCNT, qui est l'association qui a été reconnue par le ministère pour un petit peu centraliser et faire des actions ou va recenser donc justement aussi les actions les meilleures actions ou les principales actions qui se font au niveau national, voire international. Je crois que ce sera d'ailleurs d'un premier temps national, il va sortir ce rapport. Donc en fait, nous, on a structuré un plan d'action en trois grands axes, hein. Sensibiliser et former les élus et la population, parce qu'en fait, les élus ne sont pas tous issus d'un domaine dans les risques, contrairement à M. Villanueva, qui a cette chance. Rendre la population actrice, parce qu'en fait, l'information descendante, ça c'est aussi des informations qui est sortie du dernier rapport qu'avait fait le ministère en 2021, il me semble. Parce qu'à force, les années 2021. C'est vraiment l'information descendante, ça fonctionne pas toujours, alors que quand on rend la population actrice, on verra les simulateurs, je vais en reparler en plus en détail, c'est quand on touche du doigt quelque chose, on s'en souvient mieux, et donc accompagner, valoriser l'information réglementaire. Alors j'ai pris quelques exemples, vous voyez, sensibiliser et former les élus et la population, bon là c'est surtout la partie commune. La journée thématique d'aujourd'hui rentre dans ce critère.
Il y avait un très bon quiz d'inondation qui a été élaboré notamment en lien entre le cyprès et l'amiable, qui a besoin d'être diffusé. Donc là, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse pour voir comment le diffuser, parce que c'est une information ça permet de sensibiliser et former à la fois les élus et à la fois la population. Bon, on en a parlé longuement, hein, donc bah, c'est aussi au travers des DICRIM. Savoir aussi comment communiquer, comment peut-être aussi le démocratiser. Comme le cyprès, nous avons aussi des panneaux où, pour être moderne, le kakémono, qui est la même chose qu'un panneau, hein, mais bien dit, qui a été fait en lien avec l'Adréal et où on a une exposition itinérante qu'on peut mettre à votre disposition. Pour essayer de mieux répondre, donc il y avait la question de désigner un référent unique risque. Je crois que la préfecture vous a envoyé un courrier en octobre, enfin, aux communes en ce sens en octobre. Et on voit aussi de nombreuses actions en lien avec le public scolaire. Il existe par exemple des lectures de contes, des concours de dessin. Récemment, on a fait aussi une action en lien avec un lycée où on va essayer de faire un kit pédagogique. C'était au lycée Jean Perrin pour une classe de seconde qui élaborerait des affiches. Enfin, voilà, on voit bien que le scolaire est important. Pour rendre la population actrice, ce ne sont que des exemples. Pour rendre la population actrice, on a pensé à essayer de monter un escape game. Donc, avec une commune volontaire, si une commune souhaite se manifester, elle peut me contacter. On a aussi la possibilité de mettre à disposition les démonstrateurs. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est la porte de voiture et la porte de garage, où en fait on fait monter artificiellement, donc avec une pression, le niveau d'eau, et on se rend compte qu'avec 20 cm d'eau, on ne peut déjà plus ouvrir sa portière. Il y a aussi donc diffuser l'exposition virtuelle, je ne sais pas si vous la connaissez, Inonde Expo, j'ai remis le lien. Il va y avoir des représentations théâtrales dans l'ALCO, ça s'appelle, sur le risque inondation et puis ensuite sur le risque séisme autour de l'Arc dans un premier temps pour le risque inondation. Participer, alors là je passe un petit message, participer aux exercices flash. Il y a Préparisque qui est sorti. Alors c'est un peu la nouvelle version des exercices flash qui avaient eu lieu pour les 13 octobre ces dernières années. Donc la plateforme est déjà ouverte, il faut que vous vous inscriviez. Vous pouvez choisir entre une quinzaine d'exercices. Alors ça se passe comme les exercices flash. C'est un exercice flash, ça dure pendant 2 heures. Vous n'avez rien à préparer, c'est tout clé en main. Vous vous inscrivez sur les exercices auxquels vous souhaitez participer. Je ne sais pas si Marty s'est inscrit. On ne s'est pas encore inscrit, mais on se voit la semaine prochaine sur le sujet. Bon, ben voilà. Donc, alors voilà, donc pour ça, vous pouvez nous solliciter pour remettre. On peut faire une action un petit peu plus globale, hein. Moi, là, j'ai séparé les actions que je vous proposais ou qui sont possibles, mais c'est quelque chose qui peut être fait dans le cadre d'une réunion publique, mettre des démonstrateurs avec des kakémonos, distribuer des DICRIM ou des consignes de sécurité. Enfin voilà, on peut essayer de monter des actions avec un petit peu j'allais dire, un petit peu de tous les supports de communication. Donc justement, ben, on en parlait, et le cyprès vous en a présenté tout à l'heure, il y a la possibilité de diffuser des magnettes sur les bons comportements. Et ça peut être fait justement en lien avec, par exemple, un journal communal, avec un article sur un risque en particulier, et on pourrait diffuser des magnettes sur les bons comportements. Donc là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut voir. Après, on peut faire donc soit des magnettes un petit peu génériques, soit spécifiques un petit peu à la commune pour mettre que les risques qui sont liés à la commune. La fourniture d'articles, de vidéos, de photos pour s'il y a aussi à mettre, on peut vous proposer un article pour vos journaux communaux ou à mettre sur les sites internet. Enfin voilà, il existe vraiment différents sujets. Pour la journée, donc pour la semaine du 13 octobre, donc la journée de la résilience va à nouveau avoir lieu. Il faut savoir,
Il faut savoir que pour le bilan pour 2022, sachant que les délais étaient très, très courts, on va dire ça comme ça, on a quand même eu pour les Bouches-du-Rhône, hein, je suis désolée, je vous fais une présentation que pour les Bouches-du-Rhône, 25 actions qui ont été portées par une quinzaine d'acteurs, ce qui, je trouve, était vraiment, vu les délais, très bien, un bon chiffre. Cette action va être renouvelée. Alors, quand on dit le 13 octobre, hein, c'est le 13 octobre et ça commence en gros une semaine avant, une semaine après. Hein, ça se fait maintenant à peu près sur 15 jours. Commencez à préparer vos actions. Si vous avez besoin de communication, d'informations, de conseils, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Il n'y a pas besoin, hein, d'inventer non plus des choses qui n'existent pas. On peut aussi valoriser des actions qui ont déjà été faites. Et puis, alors le 13 octobre, c'est une chose, mais je pense qu'il faut faire des actions un peu tout au long de l'année. De toute façon, il faut répéter les choses, il faut informer plusieurs fois pour que ça rentre, j'allais dire, et que ce soit mémorisé. Donc voilà, l'information du public, c'est quelque chose qui est très important et c'est comme ça qu'on augmente un peu la culture du risque. Alors, je ne sais pas si par rapport à tout, avant de passer, parce qu'après je passe très rapidement sur les autres obligations réglementaires. Est-ce que vous avez des questions, des témoignages à faire sur ce sujet d'information du public de façon générale, communication? Non? On passe à la suite alors? On passe à la suite. De toute façon, après, vous pouvez toujours revenir si tout à coup quelque chose vous revient sur un des thèmes. Alors, l'affichage dans les lieux publics. Alors, la synthèse du questionnaire, un peu plus de la moitié des communes pensent que l'affichage dans les lieux publics pourrait être utile. Alors, c'est toujours. Alors là, c'est quand même pas énorme. Hein, on se rend compte que c'est peut-être pas si. On ne pense pas que c'est si utile que ça, mais qu'il y a besoin de faire des actions de sensibilisation autour, c'est-à-dire juste mettre une affiche, c'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure et que Martigues a bien dit, c'est pas juste afficher, que c'est au moment où on le fait, faire une action autour de communication, parce que juste l'affiche, les gens passent devant, bon, ils regardent peut-être une fois, mais après, voire même, ils ne regardent pas. Donc, il y a des actions aussi de sensibilisation à faire auprès des écoles. Juste donc juste un rappel réglementaire de l'article qui rappelle l'obligation de l'affichage dans les lieux publics. Ensuite, repère de crue. Alors cet outil était quand même, j'étais un petit peu surprise, un peu connu alors, attention, c'est pas de toutes les collectivités, hein, mais des collectivités en général, et alors qui pensent que c'est vraiment très méconnu de la population. Il y a une confusion quelquefois aussi faite avec les échelles de crue. Là, on se rend compte, et il y a d'ailleurs des actions qui vont être faites, j'en cite une, hein, sur l'Arc, avec a priori de la réalité augmentée. Où il y aura un petit parcours. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose où il faut faire des actions en lien. Si on ne le voit pas parce que c'est pas dans une rue passante, parce qu'on voit le petit logo quand même, hein, on peut passer à la... Voilà. Sur le logo, donc, qui peut être parlant, hein, mais le mieux, c'est de faire des petites actions aussi autour. Les repères de crue en tant que tels, c'est pas toujours suffisant. Voilà. Donc là aussi, si vous avez des questions sur donc on les trouve, hein, sur la plateforme nationale collaborative. Si sur vos communes, vous voyez qu'il manque des informations ou si vous souhaitez faire des actions en lien avec les repères de crue, c'est possible. Donc je rappelais aussi, bien sûr, les articles de la réglementation. Alors, je vais passer très vite sur les PCS et PICS parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de communication faite sur ces sujets, que ce soit en lien avec le CIPRE, que ce soit le CEREMA. Maintenant, il y a des trames, hein, aussi qui existent. Vous proposez le CIPRE aussi des accompagnements pour rédiger les PCS. Pour les communes qui n'en ont pas, il serait temps, comme pour les DICRIM, parce qu'il y a quelques communes dans les Bouches-du-Rhône qui n'en ont pas. Je rappelle que c'est une obligation.
Et surtout, moi, c'est vraiment une aide pour le côté opérationnel. Je ne sais pas si sur le PCS, Martine veut faire un petit complément ou sur l'utilité du PCS, sur les... Tout le monde le sait, quoi, en quelque sorte. Ce plan communal de sauvegarde, c'est la Bible dès qu'il vous arrive un incident ou un accident. Donc, il doit être reconnu. Bon, effectivement, je vais le mener ici, il est quand même assez chargé, mais il ne faut pas en prendre connaissance le jour J. Il faut essayer justement d'avoir cette culture, d'en prendre connaissance le plus tôt possible. Alors, effectivement, nous, on a eu la chance, si je peux dire, de déclencher notre cellule de crise plusieurs fois. Donc, plusieurs fois en réel et d'autres fois justement seulement en veille, entre parenthèses, pour avoir deux formules pour lancer notre PCS. Donc effectivement, on a aussi tous vos services techniques qui ont été justement sont partis en formation l'an dernier. Donc c'est pour pas nommer donc sur Valabre, formation très intéressante qui au départ tout le monde sourit, mais après quand on vous met vulgairement dans le jus, ben là je pense que tout le monde prend les choses au sérieux. Et quand on a fait cette formation, donc j'ai assisté aussi avec les techniciens, ça a été très intéressant et très enrichissant. Sauf que c'est comme tout, au bout d'un an, on oublie pas mal de choses, mais hélas, on a souvent l'occasion de lancer notre cellule de crise. De ce fait, donc tout le monde est, entre parenthèses, connu et reconnu. Et ce qu'il faut, c'est que les gens puissent aussi se comprendre. Quand nous sommes dans une salle avec 20 personnes, la difficulté, c'est de se comprendre. Et donc, Alice, justement, nous avons modifié notre cellule de crise pour essayer qu'elle soit beaucoup plus performante. Et nous avons pris aussi le cas souvent dans des cellules de crise, c'est que nous avons été dans d'autres villes pour un petit peu comment ça fonctionnait. Il y avait pour ne pas les nommer, la ville par exemple de Nîmes, Montpellier aussi, qui sont très évolués là-dessus. Donc on a pris un petit peu de partout pour essayer de nous améliorer. Si certaines personnes souhaitent visiter notre salle de crise, donc nous sommes aussi à votre disposition. Et je complète juste le propos de mon élu avec son mojo qu'il n'a pas cité, mais rien ne vaut l'exercice. C'est-à-dire le plan communal de sauvegarde, c'est bien, hein, mais finalement, c'est l'exercice qui va valoir parce que c'est là où vous allez voir de quoi vous avez besoin quand vous êtes en difficulté vraiment. Et c'est là où vous allez pouvoir tester, mettre en place les actions correctives, vous dire ah bah tiens en fait on n'a pas de liste des CAI vraiment bien développée, ce serait peut-être bien qu'on mette ah tiens on n'a pas cette carte là, ça nous a manqué. Et en fait il vaut mieux que ça vous manque en exercice parce que derrière quand arrive la vraie crise, vous n'aurez pas le temps de pleurer sur les documents manquants, clairement, et chaque seconde est précieuse. Donc, le plan communal de sauvegarde, il marche parce qu'il est testé. Et c'est ça, c'est vraiment la base. Nous, on fait le grand minimum, c'est un exercice par an. En général, on en fait 2. Bon, on est une grosse ville aussi avec beaucoup de risques. Hein. Je pense que ça, c'est identifié maintenant. Mais voilà, les exercices, c'est la base et c'est vraiment la continuité de la formation et de la sensibilisation. Une action de sensibilisation, de formation des gens qui n'est pas suivie d'exercice, qui n'est pas suivie de mise en application, ça risque, voilà, comme le dit très bien Jean-Marc, au bout d'un an, on ne sait plus trop. Ce qui permet de continuer à savoir, c'est de surtester régulièrement. Et ça permet d'être le plus prêt possible, si tant est qu'on puisse être prêt à des catastrophes comme on peut parfois en vivre malheureusement. Alors, il y a Eric qui voudrait compléter, je pense qu'il lève la main, je ne sais pas. Eric? Oui, bonjour à toutes et tous. Eric Pourtin, juste un petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit. Évidemment, l'exercice est absolument fondamental. Hein, le gène du pompier n'existant pas, il n'y a que l'entraînement qui permettra éventuellement à ce dit pompier de pouvoir être efficient le jour J. Et au regard des événements que vous auriez à subir, évidemment, l'émotion va de pair et donc l'entraînement est absolument indispensable. À cette fin, le CIPRE participe à l'organisation de très nombreux exercices par an et très régulièrement, nous recherchons des volontaires pour observer ces exercices. Non pas que nous n'ayons pas les ressources suffisantes,
quoique parfois ça arrive, surtout sur des exercices du type de domino dont Jean-Marc a parlé en préambule tout à l'heure, mais surtout pour vous permettre à vous, qui serez acteurs le jour J, de pouvoir vous approprier des démarches d'ailleurs, comme par exemple Alice de Biasi a pu participer à un exercice inondation organisé avec la métropole sur Aix-en-Provence. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire part du fait que vous seriez intéressé pour être observateur d'exercice le cas échéant. Bon, ben, voilà, donc là, c'était juste pour un rappel que les exercices étaient obligatoires pour au moins un tous les 5 ans. Mais avec ce qui a été dit, vous avez bien compris que le plus vous en ferez, le mieux ce sera. Alors, l'information acquéreur locataire, on en a parlé aussi, enfin, Martine en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Donc, ce qui est ressorti, c'est qu'une action de communication sur l'information acquéreur locataire semblait souhaitable. Là, c'était le questionnaire donc, de 2021. Et donc, le nouveau site, donc rial.georis.gouv.fr, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques bugs. Je ne devrais pas le dire comme ça trop fort, mais n'hésitez pas si vous voyez qu'il y a des erreurs à nous le faire remonter, parce qu'on a des petits problèmes de liens de cartographie par rapport notamment au plan de prévention des risques à certains endroits ou à des ajustements d'adresse à faire parce que c'est cet outil qui est en train de prendre le pas sur les arrêtés que vous pouvez trouver sur le site de la DDTM et qui va faire foi pour l'information acquéreur locataire. Donc c'est un sujet, donc maintenant on voit qu'il y a une obligation sur les annonces. Que ce soit par les notaires ou que ce soit par les agences immobilières ou les promoteurs, de présenter les risques. Les notaires ont l'obligation de le faire, ils ne le font pas toujours de façon très insistante parce qu'ils ont peur de faire rater des ventes, hein. Je dois quand même être transparente en le disant. Donc là, il faut réussir à trouver un moyen de communiquer sans faire peur. Ça, c'est de toute façon, j'allais dire, un problème de base, hein, c'est de réussir à parler des risques, qui est quand même un sujet délicat, sans faire peur, tout en réussissant à sensibiliser. On a fait donc le test avec, quand on est allé là au lycée Jean Perrin avec une classe de seconde, et c'est un sujet où on a vu que ça avait intéressé donc, les élèves, parce que c'était concret, ils rentraient leur adresse, ils voyaient, ah, en se disant, tiens, ben, je ne m'en étais pas rendu compte qu'il pouvait y avoir tel risque, je vais en parler, ah, ben, la maison de vacances, voilà, donc c'est un sujet qu'on avait pu un petit peu aussi démocratiser auprès des jeunes. Et il y avait un travail à faire aussi auprès des notaires et des promoteurs, agences immobilières, pour réussir à bien les sensibiliser pour qu'ils puissent retransmettre l'info aux particuliers et aussi, je pense, les communes, justement, lors de réunions d'information et puis lors de demandes d'informations pour des permis de construire, peuvent informer sur ces sujets. Et le dernier thème, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, les OLD. Donc, ce qui remonte du questionnaire de 2021, c'est la difficulté pour défricher, c'est ça, pour défricher en dehors de son propre terrain et d'aller chez le voisin. Ça, c'est vraiment le point qui pose le plus de problèmes. Et suivant. Et là, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu une nouvelle campagne, donc là, qui sera quasiment, je pense, tout le temps annuelle, sur le débroussaillement, enfin, défrichement, débroussaillement. On peut trouver un kit de communication qui est téléchargeable donc, sur la page du ministère. Je vous ai mis le lien. Il y a eu des séances de formation, donc je ne sais pas si parmi… La semaine dernière. Voilà, il y en a eu 3, donc une à Lambesc, une à Gardanne et une à Saint-Rémy. Donc je ne sais pas s'il y a aussi des communes qui pourront témoigner sur ces formations. Et des plaquettes vont être distribuées dans les Bouches-du-Rhône, donc environ 20 000 plaquettes. Et là aussi, pourquoi pas, là j'avoue que je n'ai pas le délai sous lequel ça va être
délivrés, mais pourquoi pas en profiter pour rajouter justement un magnète sur les bonnes consignes en même temps. Là, je vais me rapprocher du service des forêts là, de la DDTM, parce que c'est eux qui s'en occupent, pour voir si peut-être on pourrait joindre à cette communication une autre information sur les risques de façon plus générale, si les délais pour cette fois-ci nous le permettent ou pas, ou si ça sera pour une prochaine fois. Voilà, donc là j'ai rappelé la réglementation. Je sais qu'il y a pas mal de communes qui travaillent aussi en lien, je crois tout à l'heure, donc justement il y a eu une intervention en ce sens avec l'ONF pour ce sujet qui est délicat à faire comprendre aux particuliers et qui est la responsabilité donc des particuliers. Voilà pour la présentation, les derniers. J'y suis allée un petit peu vite parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus à approfondir. En revanche, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions, des réflexions aussi, si vous voulez. Ou vous aussi, des informations, du retour d'expérience. Tout est clair. Donc, en fait, quand même, en conclusion, n'hésitez pas, si vous avez besoin pour de l'information préventive, à faire appel au CIPRE, à faire appel à la DDTM. On peut travailler bien sûr en lien, hein, on travaille en lien avec tous les différents partenaires pour essayer de monter des actions pour de l'information, que ce soit des élus, que ce soit du public, de la distribution donc de magnettes sur notamment les bons comportements. Je pense que c'est quelque chose en plus du DICRIM dans le tiroir qui peut-être peut aider les populations, des actions donc auprès des scolaires. Je reviendrai vers vous, Monsieur Pedetin, pour engager des actions auprès des scolaires. Avec plaisir. Où on se rend compte qu'en fait, ils remontent les informations auprès de leurs parents, donc on touche à la fois les jeunes et les adultes. Nous, on fait des campagnes de sensibilisation, par exemple, aux pluies intenses, et voilà, à l'occasion de l'exercice obligatoire PPMS 18, et puis on transmet les docs volontiers, hein. Merci. Très bien. Bon, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va clôturer la rencontre thématique. On vous remercie de votre participation. On remercie également les intervenants de s'être mobilisés sur cette session. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers Élodie ou chaque interlocuteur présent autour de la table pour des demandes spécifiques complémentaires. Merci à vous. Merci.